Johnson Johnson, Pfizer BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sputnik 5, Sinopharm, ce sont là les principaux vaccins approuvés de par le monde pour tenter d'endiguer la propagation du coronavirus et vraisemblablement ce qui ressemble à une deuxième vague épidémique. Mais face à l'urgence de la situation, l'Afrique et ses 1,2 milliard d'habitants, déjà aux abonnés absents pour la recherche et l'innovation, semblent être en marge de ce qui ressemble à une véritable guerre pour l'accès à ces précieuses solutions. Entre le dispositif COVAX qui promet 600 millions de doses pour le continent en 2021, les divers dons, les commandes directes des États auprès des labos, celles de l'Union africaine, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne sur le continent. Alors, deuxième vague épidémique, que disent les chiffres par rapport à l'Afrique? Les pays occidentaux ont presque fait main basse sur les premières doses de vaccins conçues par les grands laboratoires. Quid de l'Afrique? Avons-nous réellement les moyens d'avoir accès à ces vaccins quand on sait que la dose peut varier de 37 dollars peut varier de 20 à 37 dollars, pendant que l'initiative COVAX l'espère autour de 2 dollars. Quelle stratégie idoine pour les pays africains en général et le Bénin en particulier? Nous allons peut-être faire un focus sur un pays comme la Chine qui est dans une toute autre offensive par rapport à cette question du vaccin. Voilà quelques préoccupations que nous allons aborder tout au long de ce débat technique et ce sera avec Joël Ataï Gedegbe, acteur de la société civile. Bonjour. Le docteur Hervé Benaou, socio-anthropologue. François-Xavier Noumon, bonjour. Alors, je salue les téléspectateurs de E-Télé. Voilà. Merci de nous accompagner, d'être fidèles à ces séances d'explication. Alors, notre pays a reçu il y a quelques jours, le 10 mars précisément, 144 000 doses de vaccin AstraZeneca. Déjà par rapport à cette question du vaccin, par rapport à il n'y a pas de médecin sur ce plateau, malheureusement. On parle de deuxième vague épidémique. On a l'impression, je ne sais pas si c'est votre observation, que il y a de plus en plus de contamination. Il y a comme une résurgence de cette pandémie. Oui, bon, merci. Bonsoir à nouveau à vos téléspectateurs. La résurgence est évidente, on ne peut pas la nier. Et je crois qu'elle est quasi mondiale. Et presque personne n'y échappe. Les facteurs sont nombreux. On a parlé d'un virus encore plus virulent. Excusez la tautologie, mais ça dit tout de ce que c'est qu'un virus aussi. Il ne se laisse pas dompter facilement et dans le cas de la Covid, c'est plus que d'actualité. Il y a cette explication scientifique si on veut, mais il y a également ce qui est de l'ordre social et de l'ordre politique. Disons qu'au plan social, on n'a jamais accepté de gaieté de cœur, en tout cas, la distanciation, les mesures, les gestes barrières, sauf prise de conscience assez élevée, assez cruciale, sinon spontanément, naturellement, il me semble que les hommes sont portés quand même à se laisser aller, sinon à se retrouver, à se regrouper. Voilà. Et donc cette permanente tension entre les exigences de prudence liées au fort taux de contamination, sinon au taux de morbidité qui s'engendre de tout ça. Donc entre ces exigences-là et quand même le penchant naturel ou social des uns et des autres, voilà, le politique lui-même est venu relâcher un peu la pression, presque un peu partout, entre la responsabilité de protéger et la volonté quand même de ne pas s'aliéner le soutien des populations qu'on gouverne et dont parfois on doit solliciter le suffrage. Donc l'un dans l'autre, voilà, ce relâchement également a ouvert la voie ou a permis, disons, a été peut expliquer l'intensité ou l'importance en tout cas de la nouvelle vague. D'aucuns ont pensé à un moment donné avec le répit de l'été qu'on en avait fini. Les pays qui avaient le moins de cas ont oublié ce qu'on appelle la deuxième vague de toute façon et voilà la croissance. Certains même en doutaient. N'est-ce pas? Donc la réalité, le principe de réalité s'impose désormais à tout un chacun et impose qu'on recherche rapidement les moyens de juguler cette affaire-là. Sur cette même question
Oui, merci beaucoup François-Xavier Noumon, merci aux téléspectateurs de E-Télé. C'est vrai que Monsieur Ataï Guédégbé a déjà tout dit. Hein. Il y a une tension évidente entre les comportements des populations, entre les gestes barrières qui sont recommandés et entre la posture de l'État. Parce que l'État, qu'il le veuille ou non, ne pourra pas enfermer tout le monde et au risque de faire disparaître les petits revenus, les petites économies. Et donc, il y a un peu comme, c'est un peu comme si l'État est entre le marteau et l'enclume. Faire respecter les gestes barrières, amener la population à se protéger contre ce virus-là, mais également permettre aux gens de survivre. Déjà, c'est difficile pour les gens quand il n'y a pas de pandémie, d'avoir le quotidien, de s'assumer le quotidien, mais avec la maladie, là, c'est difficile pour l'État d'ajuster sa politique pour satisfaire tout le monde. Et comme on le dit ailleurs, nous l'avions dit la dernière fois sur ce plateau, ça pose un problème de droits humains, les libertés fondamentales. Si on doit enfermer tout le monde, confiner encore, restreindre les libertés, ça pose un problème évident de droits de l'homme. Au-delà de ça, M. Ataï Guédégbé l'a dit aussi, le respect des gestes barrières. Au-delà du faible respect qu'on observe, il y a la logique que les populations développent. On en a parlé aussi autour de cette même table, ce même plateau technique, on en avait déjà parlé. Il y a plusieurs logiques. Au-delà de la banalisation, il y a des gens qui sont dans la logique du complot et qui pensent que cette histoire-là, c'est rien du tout, c'est inventé de toutes pièces. Il y a des grandes firmes derrière, il y a des grandes puissances derrière, il y a Bill Gates qui est derrière. Cette conception, elle est dominante, qu'on le veuille ou non. Il y a une autre conception qui est transcendantale. Des gens qui pensent que, écoutez, ça frappe moins l'Afrique, donc c'est une punition de Dieu pour les pays occidentaux qui, d'une manière ou d'une autre, ont péché dans le temps. Il y a cette conception-là. Donc, ajoutez ces deux conceptions à la banalisation et vous voyez vous-même les postures que les gens adoptent dans les rues. La distanciation, elle est quasi impossible. C'est vrai que quotidiennement et anciennement, c'est déjà difficile pour l'Africain de s'éloigner. Parce qu'il y a beaucoup de réseaux sociaux à travers lesquels les gens s'épanouissent quotidiennement, à travers lesquels ils ont la sécurité sociale quotidienne. Et donc, c'est difficile de demander à ces gens-là de s'éloigner de ces réseaux-là et de pouvoir tenir le coup dans le temps. Surtout qu'on ne sait pas quand est-ce que cette histoire-là va prendre fin. Donc, c'est difficile pour les gens. Vous voyez? Donc, l'État, il ne peut pas l'empêcher parce que l'État même ne donne pas la couverture qu'il faut pour que les gens puissent véritablement se prendre en charge. Vous allez dans les pays occidentaux, les chômeurs, ils sont payés à près de 1 000 € le mois. Oui, que... on vous dira aussi que ces chômeurs-là, quand ils travaillaient, payaient leurs impôts. Oui, de toute façon, ce sont des exemples qui nous amènent à réfléchir autrement et à penser à un autre système de sécurité sociale chez nous, pour pouvoir, dans ces cas de pandémie et de difficultés, subvenir aux besoins d'un certain nombre de catégories sociales. Parce que ce n'est pas forcément toutes les catégories, mais il y a quand même certaines catégories qui sont plus exposées que d'autres. C'est vrai que l'État a fait des efforts à travers les mesures sociales, à travers aux artisans, à un certain nombre de petites et moyennes entreprises, à un certain nombre de corporations. Il y a des efforts qui ont été faits, mais il reste que la réalité est là que les gens survivent très difficilement, malgré le relâchement qu'on peut observer par rapport aux mesures. Voilà. Tout compte fait, on a l'impression que la parade la plus efficace contre ce vaccin, ce sont les mesures barrières. Mais là, le vaccin s'impose de plus en plus comme la panacée. C'est-à-dire que comme la panacée, bon, le vaccin même, il est d'un type particulier et déjà, il ne ressemble pas aux vaccins traditionnels qui prémunissent de tout. Il faut pas qu'on induise dans la tête des gens que l'on s'en sortirait comme par enchantement. Dans le mode d'insémination du vaccin, déjà, je crois qu'il y a au moins 2 étapes. Il faut 2 doses. 2 doses.
sans qu'on ait le recul qui nous dise finalement quelle est l'efficacité de tout ça. Bon, il y a des estimations. Oui, il y a des estimations. Vous avez commencé votre introduction, enfin l'émission, en citant un peu les intérêts économiques et industriels qui sont derrière. Comme par enchantement, tout le monde a découvert le vaccin en même temps. Moi, je me permets de douter que tout le monde ait eu la même efficacité. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a des impératifs commerciaux, la concurrence qui s'exacerbe, qui fait que chacun proclame qu'il est déjà prêt parce qu'il y a un marché à prendre. Et donc, et peut-être faisons leur gré de vouloir sauver aussi des vies. Le principe de précaution amène chacun à avoir un doute raisonnable. Il ne s'agit pas de nier, il ne s'agit pas d'être négationniste. Non, c'est pas ça la question. Mais nous avançons vraiment sans recul. On est masqué au niveau du nez, de la bouche, mais c'est pratiquement si on avance de manière aveugle. Et donc, il faut quand même qu'on redouble de vigilance dans les pas, dans les décisions qui nous accompagnent dans tout ça. Le monde est engagé réellement dans une phase de grande incertitude. Personne ne peut jurer de manière absolue que tout ça là soit sans effet secondaire. D'ailleurs, des pays ont suspendu l'application ou la campagne de diffusion, le temps d'y voir clair. 2-3 semaines de répit. Vous voyez, c'est très serré, c'est très tendu. Et donc, même si officiellement aucun lien n'est prouvé, même ces pays qui ont arrêté le oui, processus, mais pas principe de précaution. Oui. Quand vous avez quand même un certain nombre de rapports, que de manière évidente, il y a eu des effets secondaires assez notables. Il ne s'agit pas de chercher forcément des liens de cause à effet, mais il faut se situer, il faut pouvoir savoir où est-ce qu'on met les pieds et jusqu'à quel point on peut s'engager dans ça. De toute façon, il n'y a rien sans risque, mais on ne peut pas jeter l'ensemble de la population mondiale, même celle de son pays, on ne peut pas jeter toute sa famille simplement dans ce qui pourrait se révéler comme une aventure dramatique, tragique. Et donc, gageons, espérons que les efforts convergent dans le bon sens, parce que l'humanité est réellement menacée. En tout cas, on parle de pandémie, c'est mondial. Je ne sache pas combien arrivent à échapper à ce phénomène-là. Donc, les temps sont devenus redoutables, en tout cas. La question, c'est quand on a été absent de la phase de recherche et d'innovation, c'est vrai qu'on pose la problématique du peu de recul qu'on a sur les solutions proposées aujourd'hui. Mais en tant que pays, en tant que continent, qu'on a été aussi absent de la recherche, est-ce qu'on a vraiment un degré de liberté quant aux options à choisir? Non, je ne crois pas. Vous avez déjà tout dit, François-Xavier Noumon. Je crois que c'est difficile. Bon, en fait, la question dont nous débattons aujourd'hui est une question un peu délicate. Ça, il faut le dire. J'aurais bien voulu rester purement factuel, parce que c'est un peu comme une cérémonie que vous faites dans une certaine case en milieu traditionnel. Et comme on le dit souvent, si vous ne tombez pas sur la prêtresse, vous tomberez forcément sur autre chose qui ne vous arrangerait pas. Et donc, par conséquent, vous l'avez dit, c'est beaucoup d'intérêt en jeu, c'est beaucoup de sensibilité diplomatique en jeu, et donc on essaiera de rester vraiment factuel. Et pour répondre à votre question, je voudrais dire non. On a déjà dit sur ce même plateau que les pays africains ont été véritablement absents de la recherche de solutions. Même si pris individuellement, ils n'ont pas les moyens et les capacités de le faire. Qu'est-ce que nous faisons de l'UEMOA? Qu'est-ce que nous faisons de la CEDEAO? Qu'est-ce que nous faisons de l'Union africaine? Est-ce que les pays qui sont dans ces différents regroupements ne peuvent pas fédérer les ressources pour financer la recherche? De sorte à ce que nous prenions notre part, quand même une part active dans tout ce qui se dessine là. Aujourd'hui, vous faites bien de poser la question. Est-ce qu'on n'est pas soumis? Oui. Aujourd'hui, nous avons une diplomatie du vaccin qui se développe. Les Chinois sont en train de mettre le bouchée double. On en reviendra tout à l'heure parce qu'on a eu les Occidentaux sont en train de mettre le bouchée double. Chacun veut prendre sa part du marché africain. L'Afrique est devenue un marché par rapport à cette histoire de vaccin et chacun veut prendre sa part. Oui, encore que le marché a un très faible pouvoir d'achat.
Oui, au-delà même du pouvoir d'achat, ce que j'ai envie de dire complémentairement à ce que j'ai dit par rapport à la diplomatie du vaccin, c'est que le vaccin de la COVID-19 est devenu un instrument de coopération internationale. C'est devenu un instrument d'aide au développement. Et ça pose un problème. Parce que nous parlons d'une question de santé. Et si on est dans la globalisation, la santé mondiale, il y a quand même l'éthique qui recommande que ce qui permet de soigner, qu'on ait un accès équitable à cela. Pour ne pas vous interrompre, il y a un journal, un journal libéral britannique, de Spectator, qui titrait le 30 janvier dernier, nous sommes dans la première grande bataille géopolitique du 21e siècle. Est-ce qu'on y est vraiment, la géopolitique? En tout cas, on est dans une bataille. Tout à fait d'accord. Regardez les Chinois. Ils ont fait l'effort de sortir 2 types de vaccins. Les Russes ont sorti leur vaccin. Les Américains sortent leur vaccin. Les Anglais ont sorti leur vaccin. Les Français sont en train de s'arranger pour sortir leur vaccin. L'Allemagne, avec CureVac, est en train de vouloir sortir son vaccin. D'ici peu, vous aurez d'autres pays occidentaux qui sortiront leur vaccin. Parce que chacun veut avoir une part du marché mondial. Et derrière cette part du marché mondial, c'est toujours le néocolonialisme qui continue. C'est toujours le désir d'avoir accès au marché de matières premières. Oui, mais est-ce qu'on peut crier au néocolonialisme quand on n'est pas acteur du jeu? Non, être acteur du jeu, être ou ne pas être acteur du jeu ne suspend pas le néocolonialisme. Le néocolonialisme, c'est une réalité, c'est une évidence. D'accord? Que nous ne soyons pas acteurs que nous soyons acteurs ou non de ce qui se trame ou se joue là, c'est à nous-mêmes d'analyser les retombées. Et c'est ça que nous étions en train de dire. Vous ne pouvez pas être absent et exiger. On dit souvent en milieu fond, et non foncièrement, quand tu te réveilles du sommeil, tu ne peux pas demander à ceux qui sont là de partager 3-3. Tu ne sais pas ce qu'on partage, tu ne sais pas combien il y a, tu ne sais pas combien d'acteurs sont concernés. Et donc, par conséquent, tu es obligé d'attendre qu'on te donne ta part. Les pays africains sont dans cette posture-là aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas participé à l'émergence de ce que nous avons comme différents types de vaccins. Et donc, aujourd'hui, on ne peut que attendre que les autres nous fassent l'aumône, même si d'une manière ou d'une autre, nous avons à payer. Prenez l'initiative COVAX. Oui. C'est carrément de l'aumône. Oui. De l'aumône faite par l'OMS, faite par la fondation Bill Gates, faite par les pays, Gavi, l'Alliance pour le vaccin. Voilà, les pays occidentaux, en complicité. Encore que tout le monde ne paye pas. En complicité, bien sûr, avec l'Union africaine et le Centre de contrôle des épidémies. Mais non, il faut rendre justice à l'Union africaine, que l'Union africaine a quand même provisionné à peu près 200 millions de dollars pour s'approvisionner sur le marché. Oui, je prends le cas de mon pays que je connais. Nous avons reçu 144 000 doses, vous l'avez dit, et c'est 792 000 doses qui sont attendues pour mai. Oui, jusqu'à mai. Faites un petit calcul. Cette proportion sur les 10 millions d'habitants que compte le Bénin, vous avez un taux de couverture de 7,91%. Oui, il faut dire que l'objectif de l'initiative COVAX, c'est d'arriver à vacciner 20% des populations des pays pauvres. Donc après le premier trimestre par rapport à ce lot, peut-être que d'autres suivront. Oui, je ne dis pas non, je n'en disconviens pas, mais je dis actuellement, nous sommes à 7,91% de. Si on vaccinait avec les 792 000 doses, on est à 7,91% de taux de couverture. Dans un contexte où l'innocuité du vaccin n'est pas démontrée encore totalement, dans un contexte où on ne sait pas si ce vaccin confère véritablement l'immunité. On ne sait pas si, même si vous êtes vacciné, vous n'êtes pas en mesure de transmettre la COVID-19, on ne le sait pas. Et donc, il y a beaucoup d'incertitudes autour du vaccin. Et quand nous prenons les doses que nous avons reçues, vous prenez BioNTech, Pfizer-BioNTech, ils sont 95% de taux d'efficacité apparemment. Vous prenez Moderna, c'est 94%. Vous prenez le vaccin russe, Sputnik 5, ils sont à 91%. AstraZeneca que nous avons reçu, Oxy, entre 70 et 90%. D'accord, vous prenez Pharma, Sinopharma, c'est autour de 79%. Vous prenez Sinovac, c'est autour de 50%. Les autres, leur efficacité n'est pas encore démontrée. Mais c'est AstraZeneca que nous avons reçu pour 2 raisons fondamentales.
son coût plus bas que les autres, ouais. et sa capacité à s'adapter à notre température ambiante. Ouais. Moins de taux d'efficacité, moins de logistique à déployer. Mais l'efficacité est basse, mais compte tenu de ces facteurs-là, c'est ça que nous avons reçu. Ouais. D'accord? Et donc, on ne peut pas dire tout de go qu'il ne faut pas aller à la vaccination, mais nous y allons comment? Ouais. Et dans quelle proportion? Quand est-ce que les 82% restants, 92% restants, merci monsieur Ataï Gadegbe, seront vaccinés? Grande question. Quelle diplomatie l'État béninois est en train de mettre en place? Quelle diplomatie les organisations sous-régionales sont en train de mettre en place? Quelle diplomatie l'Union africaine est en train de mettre en place pour mettre le reste des doses à la disposition des populations? Encore que les populations sont réticentes par rapport à cette question. On va revenir sur les causes de cette réticence. Est-ce que ça a un historique à documenter? Est-ce que de ce point de vue, le docteur parlait des taux d'efficacité? Est-ce que les gouvernants, à un moment donné, avec ce qu'ils ont sur la table, est-ce que ces options-là, déjà qui sont limitées en termes d'options, est-ce que si en France on vaccine avec AstraZeneca, le personnel soignant, les médecins, ainsi de suite, que le Bénin fait, je ne dirais pas, on n'est pas là pour dire si le Bénin a fait le bon choix ou pas, mais un choix au vu de ce qu'on a sur la table, AstraZeneca, c'est une option. C'est un non-choix. C'est un non-choix. Définitivement sur ça. Voilà, bon, donc ça c'est une donnée, hein. Il n'y a pas de débat là-dessus, il y a non-choix. Bon, donc on y va comme ça. Et avec beaucoup d'impasse, on aurait même pu remonter à la question des tests. On sait, dans un cas comme celui du Bénin, on avait annoncé des tests à grande échelle. Je n'en connais pas le bilan à ce jour. Je serais étonné qu'on ait fait les tests tels qu'annoncés. Et maintenant, quel a été le suivi? Enfin, comment avons-nous géré d'abord cet aspect des choses qui auraient pu nous permettre de mieux sérier les choses et de savoir au mieux vers où nous avancer? Pour ce qui est à notre portée, à nous, nous aurions tout l'or, tout l'argent du monde aujourd'hui que même ne pourrions pas aller acheter les vaccins pour les 10 ou 12 millions de Béninois que nous sommes. Et là encore, il y a une question qui se pose. La disponibilité même du dit vaccin est loin d'être assurée, et quand bien même vous auriez les moyens de l'acheter. Et puis vous avez donné les coûts entre 20 et 32 $, c'est une moyenne de 15 000 francs quand même. Nous savons comment les gens payent pour la santé dans notre pays. Même le carnet de santé à 200 francs est un problème. Bon, donc on voit le défi. Hein. Et la question maintenant de la justice sociale, même si les personnels de santé apparaissent de manière assez évidente comme des gens à protéger pour pouvoir continuer de faire leur mission de protection sanitaire, voilà. Comment est-ce que le reste va être dispatché? Qui peut avoir accès à ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas inégalité par rapport aux moyens financiers? Voilà des questions qui se posent à nos États là, et nous ne voyons aucune réponse arriver. Oui, est-ce que c'est pas le même questionnement partout? C'est pas le même questionnement partout qui a accès? Non. En Europe, au moins où il y a un système de protection sociale assez universalisé, la réponse à cette question est déjà donnée. Et donc, il y a eu anticipation par la mise en place d'un système de protection sociale. Le docteur parlait tout à l'heure de comment nous allons réimaginer, nous, notre système de prise en charge sociale et sanitaire. Mais nous, on est au balbutiement là complètement. Il faut avoir l'humilité de le reconnaître. On a un projet en cours là, le projet Arche. Oui, bon, vous parlez bien de projet. On n'est pas encore dans l'effectivité, même s'il y a eu des phases pilotes et autres. Là, on est très loin de la généralisation, de la banalisation de la sécurité sociale. Et aller se soigner est une source d'angoisse en Afrique pour le Béninois. Parce que les coûts
sont telles et donc l'absence de couverture sociale devient un facteur encore plus inhibiteur. Voilà. Mais nous avons d'autres maladies avec lesquelles nous nous débattons depuis la nuit des temps. Pour ne citer que le paludisme, le sida, les maladies diarrhéiques et infantilo-juvéniles, qui sont nos défis ordinaires de santé publique que nos États sont loin d'avoir appréhendé, d'avoir mis sous contrôle. Donc aujourd'hui, la réponse de nos États est plus qu'attendue. Et parfois, il y a eu des parades heureuses, bien avenues, qu'on a saluées, comme au Bénin. Mais on voudrait de la continuité, on voudrait de la constance, de l'approfondissement même dans la manière de gérer notre santé. Parce que une population qui n'est pas en santé devient une menace pour... Oui, bon, c'est des bras morts pour l'économie, et puis j'en passe. Et là où il faut trouver sa place dans le concert des nations, mais si nous n'avons que des bras morts, des intelligences au garage, plus que jamais, nous ne serions qu'un rang subalterne dans la course pour au moins exister et compter un tant soit peu. Il est regrettable, effectivement, qu'on n'ait pas su développer des synergies au-delà de nos frontières. Nous sommes dans des guerres de chapelle, enfin, je ne sais même pas si on y pense. Et nous allons comme ça dans un monde où peut-être on va nous rappeler quelle est notre place. Parce que sans peut-être ce vaccin, les voyages vont commencer par être de plus en plus difficiles. Oui, on va arriver sur ce point. Autre point, on parlait du droit humain, de discrimination, on verra. Vous parliez de diplomatie du vaccin tout à l'heure. Nous allons voir un élément parce que nous avons posé la question à nos confrères de la CJTN parce que les Chinois sont dans un élan de distribution tout azimut du vaccin, de communication du vaccin Sinopharm. Les questions tournent autour de ça, mais déjà, on va commencer par une question sur le droit accusateur des États-Unis et d'autres pays quant à l'origine de ce fameux virus. À la limite du président Trump qui n'est plus là. Donc on va voir la baisse de la tension. On va suivre cet élément de 6 minutes et on revient. D'accord. Pour répliquer aux calomnies de certains politiciens et médias occidentaux, la Chine dénonce les mensonges à chaque occasion et à travers autant de canaux que possible, y compris la publication d'un livre blanc en juin dernier, en mettant en avant les faits suivants. Premièrement, la Chine est le premier pays à avoir signalé ce nouveau coronavirus, ce qui ne signifie pas pour autant qu'elle en est le berceau d'origine. L'origine de la Covid-19 est une question scientifique sérieuse, laissons donc les scientifiques s'en occuper. Vous en avez peut-être entendu parler, l'OMS, qui a tout récemment mené une enquête en Chine, a déclaré qu'une fuite du laboratoire virologique de Wuhan était, je cite, hautement improbable. Deuxièmement, des recherches rétrospectives sur des échantillons de sang ou d'eau usée, ainsi que des radiographies thoraciques, montrent qu'en fait, ce nouveau coronavirus avait déjà fait son apparition durant la deuxième moitié de l'année 2019 dans plusieurs pays du monde, y compris aux États-Unis. Donc avant son identification en Chine le 27 décembre 2019. Espérons que le gouvernement américain pourra faire preuve de transparence et d'esprit de coopération, notamment sur les deux points suivants. Au premier chef, en invitant les experts de l'OMS aux États-Unis dans le cadre d'une enquête sur l'origine de la Covid-19, comme ce qu'a fait la Chine. Et en deuxième lieu, on doit faire la lumière sur le mystère autour de Fort Detrick. Mystère parce que ce laboratoire biomédical militaire est soupçonné d'avoir provoqué d'étranges maladies respiratoires dans plusieurs États du pays avant sa brusque fermeture en été 2019. Et parce que le gouvernement américain interdit jusqu'à présent toute enquête là-dessus, même fédérale. Pour plus de détails, je vous invite à regarder ma vidéo consacrée à ce sujet intitulée « Origine de la Covid-19, Fort Detrick est visé par des théories du complot ?» Point d'interrogation. Troisième moment, dès le 3 janvier 2020, c'est-à-dire une semaine après la découverte du premier cas à Wuhan, la Chine a commencé à envoyer régulièrement et sans tarder les mises à jour de la situation à l'OMS et à d'autres pays, dont les États-Unis. En février et en juillet de l'année dernière, l'OMS a déjà envoyé des groupes d'experts médicaux en Chine. La toute récente enquête était donc la troisième.
La Chine reste en contact et collabore en permanence avec l'OMS sur la recherche de l'origine du virus. Non, cela ne nous a pas vraiment surpris. Dans le récit des médias atlantistes, seuls les vaccins développés par des pays occidentaux seraient sûrs. Bien que les vaccins chinois aient été largement reconnus dans de nombreux pays, ces médias n'ont de cesse de les discréditer et de politiser la question en accusant la Chine de faire de ces vaccins une offensive géostratégique. Même leurs utilisateurs européens, comme la Serbie et la Hongrie, n'ont pas échappé à des critiques au vitriol et se sont fait traiter de tête de pont de la Chine en Europe. Au fond, ce qui régit ce rejet à peine voilé des vaccins chinois est, une fois de plus, cette mentalité au relent de guerre froide, qui est tout sauf pragmatique. Quelle est alors la réponse de la Chine? Eh bien, on ne peut pas leur tordre le bras pour qu'ils en achètent. On ne peut que les appeler à ranger leurs idées préconçues et leur orgueil technologique. Vu que le virus ne connaît pas de frontières, pourquoi les vaccins devraient-ils être jugés en fonction de leur nationalité? Il faut placer en priorité absolue la coopération internationale contre la pandémie. Cela dit, on a récemment constaté un infléchissement du ton de certains dirigeants européens vis-à-vis des vaccins chinois. Comme on le sait, l'UE est actuellement confrontée à une pénurie de vaccins. Elle obtient moins de doses que prévu de la part des sociétés pharmaceutiques occidentales. Bruxelles et les autres capitales européennes sont sous pression de la part des populations, d'où des déclarations récentes plus conciliantes. Mais de là à parler d'une éventuelle mise sur le marché européen des vaccins chinois, il y a encore un long chemin à parcourir. Pour être plus optimiste, je dirais que c'est déjà un bon signe et que la balle se trouve dans leur camp. C'est évidemment une action humanitaire dans laquelle la Chine s'est engagée, comme elle l'a toujours fait en faveur des pays en difficulté. Souvenez-vous, dès le mois de mai dernier, l'époque où les vaccins chinois n'étaient pas encore mis au point, Xi Jinping a solennellement déclaré que la Chine ferait de ces vaccins un bien public mondial, en les rendant plus accessibles et plus abordables, justement pour que davantage de pays en développement, notamment les pays frères africains, puissent en obtenir. Ce que la Chine est en train de faire, c'est honorer ses promesses. Quant à la prétendue visée géopolitique qu'aurait la Chine, les pays bénéficiaires de vaccins chinois se sont-ils vus imposer quelques conditions que ce soit? Je ne pense pas. Alors pourquoi s'imaginer un mal qui n'existe pas, alors que ces pays n'ont de toute façon rien engagé? La soi-disant diplomatie des vaccins de la Chine relève encore une fois de la rhétorique de mensonges très idéologiques. Certains pays occidentaux s'emparent des vaccins sur le marché et n'ont pas une once de démocratie quant à une distribution équitable de vaccins dans le monde. Et dire qu'ils accusent la Chine de promouvoir son influence géopolitique dans des pays africains dont ils se moquent royalement. La pandémie de Covid-19 représente un défi majeur pour l'humanité tout entière. Que la Chine reste les bras croisés devant les pays africains en détresse, cela le sait-il à ses idéologues? Quoi que la Chine fasse, ces derniers trouveront toujours de quoi la critiquer. Les chiens aboient, la caravane passe. La Chine ambitionne d'assumer plus de responsabilités dans les affaires internationales, c'est vrai, mais si cela a pour effet l'accroissement de son influence dans le monde, eh bien, ce n'est en rien un calcul mal intentionné. Cette influence ne résulte à coup sûr ni de la manipulation, ni des exactions. Elle ne peut être qu'un encouragement envers la générosité et le sens des responsabilités de la Chine. Et comme dans un cercle vertueux, son influence grandissante dans le monde l'oblige en retour à prendre plus de responsabilités. Voilà, c'est assez explicite. La Chine, quant à elle, compte faire de ce vaccin un bien mondial, mais se refuse à toute stratégie géopolitique et géostratégie. C'est juste de l'humanitaire. Tout le monde, c'est ce qu'il dit, tout le monde veut nous sauver. La Chine ne cracherait pas sur les bénéfices géostratégiques qui en découleraient. Non. Et bon, disons que c'est une forme de stratégie également que de se situer aux antipodes de ce qu'on observe chez les autres ou ce qu'on pourrait prêter aux autres. Et ne soyons pas dupes, l'Afrique est plus que jamais l'enjeu de stratégies complexes et qui empruntent parfois des chemins déroutants. Oui.
C'est moi ce que je Ça a été le dire, même en cas tout pour les masques aussi. Les masques N'est-ce qu'on a pas? eu, c'était. Parce que quand on parle de 200 000 doses pour la Sierra Leone, 100 000 doses pour la Tunisie, 200 000 pour le Sénégal, en tout et pour tout, on prévoit 6,5 millions de doses supplémentaires pour les pays africains. 53 pays dans le monde ont bénéficié de cette sollicitude de la Chine. L'Afrique reconnaîtra ses amis le moment venu. Le moment venu. Sur cette question. Oui, en fait, il fait bien de dire, votre collègue de CGTN, il parle d'action humanitaire. J'ai souri. Oui. J'ai souri. Écoutez. Bon, factuellement, c'est humanitaire. Non, écoutez, la main tendue de l'Afrique va s'arrêter quand? C'est la question. Puisque tout le monde pense que l'Afrique est dans une position de marginalisation, il faut toujours lui venir en aide. Quand vous avez un enfant qui peine toujours à marcher, malgré vos efforts, malgré toute la médication, il ne marche pas, il devient un poids. Et si vous n'avez pas d'autres intérêts à le garder là, vous faites vite de vous en débarrasser. Et si on continue à dire on va aider l'Afrique, je l'ai dit tantôt, c'est devenu un instrument d'aide publique au développement, le vaccin. On en est là, il a dit, action humanitaire. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière cette action humanitaire-là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on prévoit? Et vous savez que la Chine fait feu de tout bois pour avoir une présence prépondérante sur le continent africain. Au-delà de l'espace de l'Éthiopie, au-delà des espaces déjà occupés, oui, l'Afrique de l'Est, tout bois pour être quand même davantage présente sur le continent africain. Et donc, l'occasion est toute rêvée, toute trouvée pour marquer davantage sa présence sur le continent. Sur cette même question? Oui, peut-être que de manière visible et nette, c'est pas rigoureusement sur le terrain de la Covid qu'on va voir les uns et les autres dégainer. Quoique déjà là, il y a une guerre de communication à laquelle il ne faut pas se tromper. Je vous apprends rien. Oui. Donc chacun sa rhétorique pour mieux emballer la marchandise, mieux emballer en tout cas les raisons inavouées. En tout cas, le dessous des cartes est bien peu visible encore pour nous. Et c'est au minimum ce que l'Afrique se doit de faire. Je ne demande pas qu'on soit dans la méfiance exacerbée, mais on est dans un monde où on n'a plus vraiment à se laisser berner d'illusions. Si nos ancêtres, enfin voilà, les générations précédentes ont parfois mordu à ce hameçon, parfois même par le biais de la foi. Il est temps quand même que l'Afrique se réveille et comprenne les mécanismes, comprenne les enjeux des relations internationales. Ils obéissent, quoi qu'on en dise, à des considérations de domination, d'assujettissement. Chacun essaye d'avoir sa zone d'influence, sa profondeur stratégique. Et ça se joue par la langue que nous parlons. Et nous attendons impatiemment un geste, un signe de la France. La France, avant tout cela, s'était déjà annoncé quand les laboratoires Sanofi, au nom de l'argent que les Américains avaient investi, et se préparaient à ne servir que les États-Unis. En priorité. Oui, mais le président Macron s'est rappelé de la profondeur stratégique française en disant, un peu comme la Chine, peut-être même avant la Chine, non, les vaccins produits, même avec l'argent d'une minorité ou de quelques puissances, devront servir universellement. Et donc les Africains attendaient. Nous n'avons rien développé entre cela et ceci. Et malheureusement, la France n'a même pas les moyens de sa puissance. Elle est déjà à la traîne. Et donc, nous sommes obligés de nous réajuster, si tant est que nous ayons réellement décidé de nous positionner, de nous engouffrer derrière le wagon français, derrière la locomotive française. Donc, nous sommes au mieux que des wagons qu'on traîne, sans que nous sachions ce qui se passe devant. Et donc, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on arrive à peser un tant soit peu. Et que de l'Afrique également, et un espoir, et vienne que la respectabilité de l'Afrique se gagne par son ardeur au travail, à s'organiser surtout, et pour être un acteur relativement majeur. Sinon,
et en tout cas responsable de la scène internationale. Et faute de quoi, ne serions que des supplétifs et des spectateurs. Oui, que des spectateurs au gré des intérêts des uns et des autres. Et Voilà. si tous s'entendaient contre nous pour dire ben il y en a assez de les aider, ou alors il faut qu'ils payent alors qu'on n'a pas les moyens de payer. Et voilà. Voilà, revenons-en maintenant à la réticence qu'on observe par rapport à l'idée même du vaccin, qui n'est pas seulement africaine ou béninoise, mais sur ces 20 dernières années en Europe, il y a plein de mouvements anti-vaccination qui pilulent un peu partout, même dans les pays les plus développés. Mais chez nous, qu'est-ce que dans l'imaginaire collectif, un vaccin, c'est quoi? Oui, merci pour la question. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais, par rapport à ce que M. Ataï-Guédégbé a dit, souligner quand même qu'au-delà du fait qu'il y a cette guéguerre, cette bataille autour de la question vaccinale, il y a quand même que nous-mêmes Africains, malgré les potentialités que nous avons en termes de recherche, en termes de scientifiques capables véritablement de verser dans la recherche scientifique concernant toutes ces questions-là, nous ne prenions pas conscience du rôle que les États doivent jouer, ou du moins les États ne prennent pas conscience du rôle qu'ils se doivent de jouer dans la recherche scientifique. La recherche scientifique est très peu financée en Afrique. Et tant qu'on ne va pas financer la recherche scientifique, on va toujours rester à la traîne. Comme le dit monsieur Ataï-Guédégbé, on va toujours être là pour que les gens se disent, écoutez, il faut aller dans la mesure du possible, leur donner quelques doses pour montrer qu'on est en train de faire de l'humanitaire, comme nos amis chinois l'ont dit. Et donc, c'est une question qui doit être traitée de façon intégrale. C'est pas une question à isoler. La COVID-19 ne sera pas isolée des autres questions de santé auxquelles l'Afrique est confrontée. Il faut que ça soit traité de façon intégrée. Pour revenir à votre... Avant que vous n'y veniez, mais est-ce que c'est... parce que si on observe un peu la plupart des grands laboratoires qui ont sorti ces vaccins, les ressources ont été cherchées sur le marché. Aucun État n'a mis un copec. On peut dire, à la limite, que la plupart des scientifiques qui travaillent dans ces grandes firmes ont été financés sur le budget public. Mais au-delà de ça, pour sortir les milliards de dollars pour cette recherche express pour sortir ce vaccin, on a fait appel au marché. Pourquoi les autres le font et nous ne pouvons pas le faire? C'est la grande question. Et j'ai dit tantôt dans mes propos liminaires que ce n'est pas forcément une question à nationaliser. Oui, parce que quand vous parlez de l'UEMOA, de la CEDEAO... Ce n'est pas une question à nationaliser, c'est une question à traiter de façon sous-régionale ou continentale. Non, il parle de mutualisation mutualisation des moyens. Ressources, hein, et si les moyens sont mutualisés, on est capable d'aller lever des fonds pour répondre à cette question-là. Écoutez, il y a de grands laboratoires qui travaillent dans nos pays, qui font travailler des Africains. Donc la décision, malheureusement, n'est pas chez nous. C'est au moins de ça qu'il s'agit. De grands laboratoires étrangers, vous voulez dire? Oui, les grands laboratoires, les grandes firmes se sont organisés pour avoir les prolongements qu'il faut chez nous, pour même tirer les ressources à analyser, sinon à mettre au concours de leur découverte ou trouvaille. Donc quel est notre droit de regard là-dessus, ou comment faisons-nous simplement pour subvertir cela? Il faut arriver à compter quelque part. Je ne serais pas étonné que, chemin faisant, on découvre même que ce serait un Noir, un Africain. Non, c'est clair, il y a beaucoup de chercheurs africains qui sont dans ces laboratoires. Nos États eux-mêmes, la puissance publique, comment fait-elle pour rester puissance publique? C'est ça la grande question. L'économie de la recherche est vraiment dramatique dans nos pays. Les laboratoires sont exempts. Enfin, l'université est très difficilement financée. Au mieux, c'est pas quelques firmes qui sont dans la sous-traitance. Mais à quel moment est-ce que nous nous intéressons à ça? Il est possible que nous ayons des solutions endogènes. Dieu merci, en partie, nous avons acquis une forme de relative immunité. Sinon... suivez mon regard, quand même la catastrophe aurait été celle qui a été prédite et documentée par des cercles bien avertis. Oui, bien avertis, bien identifiables dans les milieux occidentaux. Bon, en attendant, ça a été déjoué par les faits, mais ce n'est pas une raison pour être dans la désinvolture, dans la négligence. Un État se doit d'être souverain dans certaines matières. En tout cas, se doit d'appréhender ce qui se joue.
et qui pourraient se retourner contre lui. C'est un minimum. Oui. Sur la question de la réticence au vaccin. Oui, par rapport à la réticence au vaccin, il faut d'abord planter le décor, le contexte, que ce soit au niveau national ou international. On dit souvent chez nous, j'aime beaucoup ces petites phrases en langue fongbe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est parce que le temps a été marqué par des événements qu'on compte une histoire. D'accord? Donc la réticence par rapport au vaccin ne vient pas d'aujourd'hui. Ça, il y a une histoire. Et cette histoire-là, si on veut la compter, on peut mettre l'accent sur un certain nombre d'événements bien particuliers. Vous prenez l'histoire de Tenofovir à Douala, l'entrée rétrovirale qui a été testée sur les 400 travailleuses de CES, avec toutes les difficultés engendrées, tous les conflits engendrés, tous les problèmes de diplomatie que ça a créé. Vous prenez l'essai thérapeutique illégal, Trovafloxacine, au Nigeria, les effets que ça a créé, les décès que ça a créé. Vous prenez les campagnes de vaccination, la manière dont les populations africaines réagissent aux campagnes de vaccination. Il y a beaucoup de logiques qui sont développées pour échapper à la vaccination à cause d'effets négatifs réels et attestés. Je me rappelle encore de la réaction des populations Roli de chez nous quand on allait vacciner contre la polio. À la limite, c'est des gens qui vous sortent des machettes et qui vous renvoient. Et donc, il y a eu des effets quand même attestés qui ont fait que les gens ont développé dans le temps cette réticence à la chose vaccinale. Au-delà de ça, sur le plan international, vous l'avez dit tout à l'heure, François-Xavier Noumon, vous avez dit qu'il y a beaucoup d'écrits et de lobbies qui sont des lobbies anti-vaccination, qui se développent, qui montrent que la vaccination ne sert absolument à rien. Il vaut mieux laisser l'immunité ordinaire de l'individu se défendre contre les virus. Et donc, quand on a planté ce décor, il y a eu des études sur le continent africain à la faveur de cette pandémie de coronavirus. Il y a eu une étude diligentée par l'IRD qu'ils ont dénommée CORAF, initiative CORAF, coronavirus en Afrique. Cette initiative-là s'est intéressée à savoir quelle est la posture des Africains par rapport à la question vaccinale, parce qu'on était dans la fièvre déjà de la production des vaccins. Et au Bénin, c'est le laboratoire d'anthropologie médicale appliquée dont le professeur Rouin Rock est le coordonnateur scientifique qui a coordonné cette étude-là. Mais dans les pays où ça a été fait, les résultats montrent que 6 à 7 personnes sont réticentes par rapport au vaccin. Parce qu'il y a des doutes et des suspicions qui sont liés à ce que l'OMS appelle l'infodémie, c'est-à-dire la grande proportion d'informations qui circulent ça et là par rapport au coronavirus, par rapport à la vaccination, que les gens n'arrivent pas forcément à trier, à censurer avant de consommer. Mais au-delà de ça, il y a le fait que la question par rapport à la validité du vaccin, dans un contexte, M. Ataï Gedegbe l'a dit tout à l'heure, où le continent africain semble relativement épargné par cette pandémie de coronavirus. Les gens se demandent, mais finalement, pourquoi on veut nous vacciner alors que nous n'avons pas été atteints comme cela se doit. L'autre chose, c'est que il y a les stratégies préventives, les stratégies curatives à côté de la stratégie vaccinale. Pourquoi vacciner alors qu'on peut prévenir autrement, alors qu'on peut soigner? Et toutes les études actuellement en cours ont montré que les soins curatifs sont plus indiqués dans le contexte où nous sommes que les soins vaccinaux, parce que on n'a pas encore montré l'innocuité du vaccin, je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas encore montré la capacité du vaccin à empêcher la transmission du virus, malgré les 2 doses. Même si on prend les 2 doses, les discours ou les confrontations scientifiques se cristallisent toujours autour de la capacité de ces vaccins-là à conférer une immunité forte et à empêcher la transmission du virus. Et donc, quand vous êtes dans ce contexte-là, on se demande, mais pourquoi est-ce qu'il faut vacciner? Et donc, je l'ai dit aussi tantôt, il y a beaucoup de populations qui pensent qu'on instrumentalise le vaccin pour atteindre d'autres objectifs. Et derrière ça, vous voyez la vieille théorie du complot, du dépeuplement. Tout ce qu'on dit
de Bill Gates, Fondation Bill et Melinda Gates, par rapport à la natalité, à la réduction de la natalité sur le continent africain. Et derrière, il y a quand même aussi des histoires qui amènent les gens, plus ou moins d'une manière ou d'une autre, à soutenir cette théorie-là. En dehors du doute et de la suspicion, il y a quand même de l'incertitude. De l'incertitude que les populations évoquent par rapport à la capacité réelle de ce vaccin-là à éteindre l'épidémie. Il y a des voix les plus autorisées au monde qui disent qu'on va devoir vivre avec ce vaccin, avec cette pandémie-là pendant de nombreuses années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'on est là dans l'obligation de se vacciner alors qu'on est obligé de vivre avec la pandémie? Et derrière, vous voyez toute la pression politique. Vous voyez tous les discours discordants que les gens tiennent qui ne rassurent pas. D'accord? Il y a derrière ça aussi la fameuse émission sur LCI où les gens, certains médecins auraient dit qu'il faut aller tester le vaccin en Afrique comme par hasard parce que les Africains sont des cobayes sur lesquels il faut tester ces vaccins. Donc quand les gens ont toutes ces informations et qu'ils voient que le vaccin n'est pas la seule et unique solution, ils développent des réticences. Mais au-delà de cette étude CORAF, le ministère de la Santé, à la faveur du traitement qu'il administre chaque année par rapport aux maladies tropicales négligées, a diligenté une mission de négociation sociale à laquelle j'ai participé et au cours de laquelle on a reçu les mêmes inquiétudes par rapport à la vaccination. Les gens sont même allés jusqu'à dire, si vous venez ici avec cette histoire-là, on va vous m'acheter. On a connu un cas où ils sont allés analyser un peu les résultats des traitements portés aux populations dans le cadre de ces maladies tropicales négligées dans une école de Tori, où avant même que le véhicule du ministère de Santé ne rentre dans l'école, les enfants ont commencé à sortir des classes sans même que les maîtres ne les y autorisent. Et quand ils sont sortis, ils sont allés directement à la maison et les parents sont revenus avec des machettes, des gourdins et des ci et des ça. Et donc, c'est pour vous dire que même déjà nos enfants sont alertés au maximum. Quand vous parlez, vous parlez de maladies tropicales négligées, on songe à quoi là? Et négligées par qui finalement? Voilà, aussi. Éléphantiasis, c'est beaucoup d'autres maladies que nous-mêmes, le ver de Guinée, nous avons négligé, mais que les autres nous financent à prendre en charge. Ça voudra dire quand même que la puissance publique prend à cœur cette question. Parce que elle est suppléée par l'attention des autres et éventuellement leur intérêt. Oui, je parle de cette enquête. Oui. Oui, puisque ça vient de l'étranger. Oui. Donc, négliger tant que ce n'est pas financé par les autres, nous-mêmes, nous semblons... Non, je ne parlais pas des maladies tropicaux négligées. D'accord. Mais je parlais de l'enquête diligentée par le ministère de la Santé. Non, mais c'est dans le cadre du traitement de ces maladies-là. Nous avons profité puisque la réaction des populations face au traitement de masse qui était fait a été une réaction mitigée quand le coronavirus quand la pandémie s'est éclatée. Okay. Et donc on est allé voir un peu est-ce que cette infodémie, est-ce que tout ce qui circule sur le net ne favorise pas la posture que les populations développent par rapport au traitement de masse. Et on a profité pour voir, mais et si éventuellement le ministère de la Santé envoyait d'autres types de médicalisation de masse, comment est-ce que les gens vont réagir? Et donc, on a profité pour discuter avec les populations par rapport à ça. Comment la puissance publique devrait faire pour rassurer? Ça va dans le bon sens. Il faut s'informer, il faut préparer la riposte, sinon, en tout cas, adapter la stratégie et au terrain, en tout cas, à la manière dont c'est... Quand vous émettez un message, et là on est sur le terrain de la prévention, voire sur de la guérison, il est important de s'assurer du feedback, qu'il soit bien reçu, bien compris, pour qu'il n'y ait pas de biais autrement, et avec tous les moyens auxquels ça fait appel. Il a utilisé un élogisme qui m'a fait sourire, m'acheter les gens, donc les machettes risquent d'être de sortie si déjà le discours n'est pas bien rodé et les cibles bien identifiés dans leur perception, et par rapport à leur aversion initiale à tout ce qui vient pour soi-disant leur bien-être, mais qui parfois était la source de leur malheur, et ayons le courage de le dire, de le reconnaître. Petite anecdote, enfin bon, c'est assez lointain. Il parlait du pays Holi. Quelqu'un comme le président Kérékou, du temps où il était encore actif, a participé à une opération de représailles contre ces populations-là.
et s'est imposé c'est son éthique personnelle lorsqu'il a voulu solliciter les suffrages et d'aller faire amende honorable dans la région parce que les séquelles, les traces sont restées dans la mentalité des gens. Donc c'est des choses qui se comptent. Je ne peux pas rappeler l'adage de Savoureux qu'il a donné, qu'il a cité tout à l'heure, mais c'est dire que nos populations, enfin que nous devons compter avec nos populations et voir si avec la stratégie du hamster et avec le peu de moyens que nous avons, nous ne pouvons pas développer une autre intelligence de la situation. Voilà. Juste une dernière question pour sortir de ce débat, parce qu'on vient de me signaler qu'on a épuisé l'heure qui nous est impartie. Rapidement parler du passeport vaccinal, parce que là, ça devient... On l'appréhende, on le souhaite comme on l'appréhende, parce que de toute évidence, la Covid a entraîné une limitation de la libre circulation des personnes et des biens. Et si des pays comme le Bénin... En tant qu'acteur défenseur des droits... oui, comment on peut appréhender cette instauration qui paraît probable, hein, tous les grands pays sont oui, on va vers ça. D'abord, au nom du terrorisme, de la lutte contre le terrorisme, le passeport biométrique se généralise pour mieux tracer et situer les uns et les autres. Et les Américains avaient déjà placé la barre assez haut à l'époque, même pour leurs alliés européens, en disant que qui n'a pas le passeport, qui n'adopte pas la biométrie ne saurait mettre pied là-bas. Donc, même entre eux déjà, c'était ça. Et nous, encore moins. Donc il va sans dire que la Covid se mêlant de tout ça et la survie des uns des autres étant engagée, si nous n'arrivons pas à nous mettre à jour, nous allons traîner derrière. C'est pas ce qu'on pourrait appeler une double peine, parce que pour les pays pauvres qui ont déjà du mal à s'en sortir. Mais pendant qu'on y est, comment est-ce qu'on fait au moins pour... Et je rebondis sur ce qu'il disait, même si on ne peut pas mettre en branle les chercheurs et autres là, et nos populations... subissaient déjà les frontières arbitrairement tracées. Et comment fait-on au moins pour rendre ce vivre commun, ce vivre ordinaire, pour lui donner une certaine vitalité, et au lieu de quoi nos frontières terrestres sont théoriquement fermées, mais laissent circuler par la corruption, par divers trafics, peut-être la maladie. Et donc c'est même une triple peine pour ceux qui sont obligés de trimer, qui sont bloqués et par rapport à ce minimum, avant même de songer à ceux qui ont les moyens de voyager par avion. Mais au-delà de ce que M. Ataï Guédégbé dit et qui est vraiment pertinent par rapport à votre question, j'ai envie de dire pourquoi un passeport vaccinal Pourquoi un passeport vaccinal dans un contexte où le Conseil de l'Europe, à travers sa résolution 2361, dit que la vaccination n'est pas une obligation. Vous êtes libre de vous vacciner ou de ne pas vous vacciner. Et si déjà eux-mêmes ils le disent comme ça, pourquoi instaurer un passeport vaccinal qui vous oblige à aller vous vacciner? Oui, c'est le débat. C'est paradoxal en fait. C'est paradoxal, c'est le débat qui existe en ce moment, qui fait rage. C'est paradoxal. C'est un gros paradoxe. Je ne suis pas obligé de me vacciner. Mais pour voyager, je suis obligé de produire un document qui montre que je me suis vacciné. À quoi ça sert? Peut-être invoquera-t-on on peut déjà dire que ça, protéger. Ça existait quand même un peu, parce que pour aller dans certains pays, vous avez certainement fait l'étranger aussi, le petit carnet jaune nous oblige quand même à faire quelques vaccins. Non, mais c'est pas aussi détaillé. Oui, bon. C'est pas aussi détaillé et c'est pas aussi contraignant que ça. Mais ce dont on parle ici maintenant, c'est un document assez volumineux qui donne des détails assez importants sur votre état de santé. Pas seulement par rapport à la Covid-19. C'est sur tout votre état de santé. Ça veut dire que celui qui prend ça, il vous maîtrise de fond en comble. Il y avait déjà un glissement pour l'accès au visa. On en demandait un peu sur votre santé. Ça pose un problème. On ne voulait pas que vous profitiez de la sécurité sociale de ces pays-là, que vous deveniez un poids. En tout cas, nous sommes renvoyés à nous-mêmes. Voilà, c'est un débat très intéressant, mais nous sommes obligés de nous arrêter là. Merci, docteur Hervé Benaou. Je vous rappelle que vous êtes socio-anthropologue pour votre contribution à ce débat technique. Joël Ataï Guédégbé, acteur de la société civile, défenseur des droits humains. Vous avez beaucoup d'autres casquettes, mais bon, on aura le temps. Non, point trop, non faudrait. Voilà, mesdames et messieurs, pour
nous avons essayé de répondre à ces quelques questions autour de ce qu'on appelle la guerre, de ce qu'on pourrait appeler la guerre des vaccins. Je rappelle que dans notre pays, nous sommes à la date d'aujourd'hui à 81 décès déclarés, 6501 cas confirmés, 868 sous traitement et 5552 cas guéris. On ne saurait finir sans vous rappeler à toutes et à tous les gestes barrières, parce que ça ne coûte pas une fortune, et ça pourrait nous prévenir, ça sauve des vies, ça pourrait nous prévenir. La maladie est une réalité. Voilà. Donc je vous rappelle, vous pouvez nous rappeler les gestes barrières. Fondamentalement, se laver les mains plusieurs fois à l'eau et au savon, c'est le meilleur geste barrière qui soit après la distanciation sociale. Le masque, voilà, le masque, les gens sont un peu dubitatifs parce que beaucoup de gens disent que le virus ne circule pas. Donc, quand vous êtes en circulation, ça pose un problème. Mais quand vous êtes dans un environnement où il y a beaucoup de gens, c'est important de porter votre masque parce qu'on ne peut pas respecter la distance sociale. Voilà. Il faut quand même rappeler que c'est obligatoire. Hein. Le gel ne prémunit pas. C'est même écrit que ce n'est que 99%. Il faut absolument se laver les mains autant de fois que possible. Voilà. Merci à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis. Bonne fête de soirée et à jeudi prochain pour un autre débat technique.